Bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple, le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Bonjour, je suis Delphine Bordy, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et également formatrice et créatrice de contenus digitaux. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur leur métier et vous livrent des conseils concrets pour un meilleur passage vers le monde professionnel. Si vous aimez le podcast Tout droit tout simple, n'oubliez pas que la meilleure façon de le soutenir et de le faire vivre, c'est de laisser un avis avec plein d'étoiles. En plus, cela permet à d'autres de les découvrir plus facilement. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'accueille Marion Brook, fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive et qui a exercé quelques années comme avocate en M&A. Son cabinet recrute dans le secteur juridique, RH, compliance et fiscal. Marie nous raconte son parcours atypique, ses doutes, ses réussites, le tout avec toujours beaucoup de recul et beaucoup d'humour. Bonjour Marie! Bonjour Delphine! Je suis ravie de t'accueillir pour le 4e épisode du podcast Tout droit tout simple aujourd'hui. Alors, on va parler de toi, de ton parcours, de ton métier, que les étudiants connaissent assez peu, je pense, et les jeunes diplômés aussi d'ailleurs. Alors, avant toute chose, est-ce que tu peux juste, j'ai une petite question qui me trotte dans la tête, me dire d'où vient le nom de ton cabinet Atorus Executive? Bonjour Delphine, bonjour à tous les auditeurs, merci à tous les étudiants de nous écouter et j'espère qu'on pourra répondre à quelques-unes de vos questions. Donc, répondre à cette petite question préliminaire sur la notion de Atorus Executive. Donc, Atorus Executive, c'est le cabinet de recrutement que j'ai fondé il y a quelques années. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour où j'ai créé ce cabinet, moi, je n'avais pas d'argent, j'étais sur fonds propres. Donc, il a fallu que je trouve un nom pour ce cabinet. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plusieurs de mes clients et des gens qui sont autour de moi, on s'est mis autour d'une table et on a essayé de trouver un nom qui pouvait résonner, qui pouvait nous parler. Donc, on a commencé par prendre des mythes, la mythologie grecque, puis on est allé sur la mythologie nordique et on a trouvé le mythe de Thor. Peut-être que ça va vous parler. Il y a un film où on a un personnage avec un marteau qui tape fort comme ça. Et ben voilà, ça c'est le mythe de Thor, ça part de là. Et du coup, nous, l'idée d'Atorus, le mythe de Thor, nous convenait bien parce qu'il y a cette notion de dynamisme qui me représente assez fortement. Après, on trouvait ça un peu dur, donc on a mis Taurus. Taurus, un peu, on retrouve le taureau pareil, où on y va, on n'a pas peur. Quand on a fait tester ce nom, rapidement, les gens nous ont dit « Ouais, mais attends, en fait, si tu veux être en haut des classements, il faut que tu mettes la lettre A. » Donc, on est allé sur Atorus. Donc, ça marchait bien, ça fonctionnait. Et puis après, on allait le tester auprès de différents COMEX. Et en fait, ils nous ont dit « Ok, très bien, mais on n'arrive pas à bien positionner la marque. » Donc, on a rajouté exécutive pour bien comprendre qu'on n'est que sur du positionnement d'exécutive. Et en testant Atorus Executive, en fait, voilà, ça sonnait bien, ça marche bien. Et quand j'ai des clients qui me disent « Ah ouais, non, mais vous existez depuis longtemps, c'est vous qui avez ouvert la branche Atorus Executive France », on se dit « Ok, donc c'est que ça fonctionne ». Voilà. Voilà. Alors, sur ton parcours, je crois que tu as été avocate quelques années, puis tu as bifurqué dans le monde du recrutement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait ce choix et comment ça s'est fait en fait? D'accord. Alors peut-être que pour les auditeurs, ça peut être aussi intéressant puisque vous êtes des étudiants pour la plupart, que je remonte un petit peu sur mon parcours. Donc moi, j'ai un parcours assez simple. J'ai grandi en banlieue parisienne. À l'issue de mon bac, mes parents voulaient plutôt que je fasse médecine, sauf que moi, j'ai une phobie complète du sang. Donc pour moi, la médecine, c'était pas envisageable. Et moi, à l'époque, en fait, on était sectorisés. Donc moi, j'étais censée, si je voulais aller sur une université, il fallait que j'aille sur Cergy-Pontoise. Et moi, en fait, je voulais vraiment faire du droit à Assas. C'était vraiment, c'était ce que je voulais faire. Donc à l'époque, dans le Minitel, j'ai rempli mon choix, j'ai mis Assas, droit. Et coup de bol, j'ai été prise. Donc j'ai fait mes premières années de droit là-bas. Et ensuite, arrivé au Master 2, moi, je voulais quand même avoir une spécialité pharmaceutique. Donc, je suis partie faire mon Master 2 à Paris 5, Université Descartes. Et donc, c'était le Master de Alaude à l'époque, qui a maintenant plus d'une quinzaine d'années, qui est assez précurseur et qui était super. Et donc, après ça, je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans ma vie. Donc, j'avais testé un peu le monde de l'entreprise. J'ai fait un stage en cabinet d'avocat. Et vraiment, je suis tombée sur une super équipe qui m'a vraiment donné envie de faire à l'époque du M&A.
du M&A, du corporate. Et ensuite, donc c'était un cabinet qui était international qui m'a permis de partir à Londres dans le cadre de l'EFB, où j'étais en capital market chez eux. Donc capital market, en fait, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est du droit boursier, c'est-à-dire que moi, mon job, c'était aider des entreprises qui voulaient, par exemple, s'introduire en bourse, et nous, on les introduisait en bourse d'un point de vue juridique. D'accord. Sauf qu'en 2008, il y a eu Lehman Brothers, qui était une banque qui a collapsé, donc tout s'est effondré, tous les marchés boursiers se sont effondrés, grosse crise, et donc plus aucune activité. Donc voilà, Ah retour à oui. Paris. Ouais, c'est ça, ça arrive, hein. Et ça vous arrivera, il y aura des crises, vous voyez, il y a le Il y Covid aura actuellement, et il y en aura. Maintenant, c'est une pandémie, mais effectivement, à l'époque, c'était autre chose. C'est ça, on n'est pas à l'abri de surprises incroyables dans une carrière. Et du coup, retour à Paris, et là, j'étais avocate en M&A, plus classique. Et en fait, dans les premières années, vous faites beaucoup de data room et vous passez beaucoup de soirées à faire ça. Et en fait, moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Un soir, il devait être 23 h ou minuit, et j'étais en train de faire parler un pack d'actionnaires. Donc, je prenais les clauses et je les ai parlé entre elles. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, Marie, je ne sais pas si c'est vraiment ça que tu as envie de faire toute ta vie. Et en fait, quand je voyais les associés autour de moi, ils étaient brillants, ils étaient super. Mais moi, je n'avais pas envie de ça pour mes 45 prochaines années. Et voilà, donc j'ai ouvert mes chakras, comme on dit. Et un peu par hasard, je vous raconterai plus tard peut-être, je suis tombée sur ce métier de recruteur. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce qui distingue ton cabinet Atorus des autres cabinets sur la place de Paris ou d'autres? Vraiment, dans le métier du recrutement, on a tous un peu notre manière de faire. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière, hein, c'est pas le propos. Mais nous, en ce qui nous concerne, sur le cabinet, c'est que je voulais vraiment un cabinet de niche spécialisé sur les fonctions juridiques, RH, compliance et taxes. L'idée, c'était quoi? C'est que je viens de cabinets où on était sur du multisecteur, sur de la multifonction. Et en fait, moi, je voulais vraiment mettre ces fonctions RH et juridiques à l'honneur. Donc, l'idée, c'était vraiment de créer un cabinet dédié à ces fonctions-là, premier élément. Et deuxième élément, sur le positionnement. C'est-à-dire que dans les cabinets de recrutement, vous avez deux types de cabinets. Soit vous avez des cabinets qui sont des cabinets où ils font vraiment de la chasse. Et donc là, c'est vraiment sur des postes en recrutement en CDI. Ou alors, il y a une autre activité, on va appeler les cabinets de management de transition, où là, on fait vraiment du recrutement temporaire, par exemple des CDD ou de l'intérim. Et c'est une activité un peu spécifique. Et moi, ma particularité, c'est que j'ai commencé par du management de transition et de l'intérim. Et naturellement, avec mes clients, on est arrivé sur le CDI. Et en fait, dans les gros cabinets, vous êtes soit l'un, soit l'autre. Et moi, je n'avais pas envie de choisir. Donc, du coup, j'ai créé ce Dans les cabinet. deux. Bah Voilà, voilà. d'où les deux. Et voilà, donc ça, c'est notre deuxième spécificité. Et notre troisième spécificité, je pense que c'est le côté humain. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ce métier-là pour de l'humain, parce que j'aime vraiment travailler avec les gens. J'aime mes candidats, j'aime mes clients, et on les défend toujours avec grande passion. Donc, c'est cette petite patte. Voilà, on est des chasseurs de tête, mais on ne se prend pas trop au sérieux. On fait, dans la mesure du possible, notre travail le plus sérieusement possible, tout en gardant un petit côté humain, parce qu'on ne fait que du recrutement. Oui, bah, c'était un peu l'objet de ma prochaine question. C'était un peu qu'est-ce qui te plaît le plus justement dans ton métier? Alors, il y a deux choses que j'aime, enfin, plusieurs choses, hein, évidemment. La première, c'est que la manière dont j'exerce mon métier, chaque jour est une surprise. Non, mais c'est vrai, hein, c'est chaque jour, vous avez un client qui vous appelle parce qu'on fait beaucoup de recrutement de crise. Alors, il y en a un, il faut aller fermer une usine. Il y en a un, faut tout, on va scinder la boîte en deux. Vous avez un cas où... Et en fait, les clients viennent vous voir, ils ont des problèmes. Et à chaque fois, c'est des cas d'école et vous dites, mais comment vous en êtes arrivé là? Et ensemble, on va trouver une solution. Ce côté accompagnement du client, moi, je l'adore. On écoute, il y a un vrai côté pédagogie, psychologie. Vous écoutez, vous essayez de comprendre comment on en est arrivé là. Ça, c'est le premier point que j'aime beaucoup. Le deuxième élément, c'est le côté candidat. Vraiment, j'ai dû faire plus de 5000 entretiens dans ma vie. J'ai rencontré des gens, mais incroyables. Tu rencontres des personnalités qui ont des parcours qui s'embarquent, quoi. Des gens qui sont d'une simplicité, ils ont fait plein de choses. Voilà, donc ça, c'est vraiment les rencontres qu'on va faire. Le matin, tu n'as pas envie d'aller au bureau, puis tu rencontres une personne qui va te donner de l'énergie pour toute la journée. Ça, c'est Ouais. génial, quoi. Alors justement, tu as rencontré effectivement enfin, de nombreux candidats, des entreprises clientes évidemment. Donc on peut Mhm. dire que tu as quand même une très 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 bonne vision du marché. Mhm. Est-ce que pour 2021-2022, à ton avis, d'après toi, quels sont les profils justement les plus recherchés?
Quels sont les Euh, secteurs un peu porteurs? pour les juniors, moi, ce que je conseille, toujours, ayez une base en droit des obligations super solide. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on vous dise, quelles que soient les belles formules qu'on mettra derrière, enfin, nous, les chasseurs de tête sur les fonctions juridiques et tous nos clients, ils recherchent des juristes qui ont une base en droit des obligations, en droit des contrats solide. Donc moi, mon conseil, soyez méga, méga solide sur ces sujets-là. Ça, c'est la base. Une fois qu'on a validé ça, une fois qu'on a validé la partie donc hard skills, qui est technique, Mm. on va aller plus sur comment va le monde de demain, vers où ça va aller. Très clairement, on voit en fonction des secteurs, il y a des évolutions qui sont plus ou moins rapides. On a un monde de la tech qui est très en avant par rapport à un monde de l'industrie. Donc, tu vois, encore une fois, il n'y a pas de bon mauvais candidat, il n'y a pas de bon mauvais parcours. Ça dépend de ce que les gens veulent faire. Après, si je dois donner une tendance que je vois en fait sur les prochaines années, c'est ce qu'on va appeler la polyvalence et la polycompétence. Je m'explique. Aujourd'hui, on va attendre d'un juriste qu'il ait aussi une dimension communication. On va attendre d'un juriste qu'il ait une compréhension des notions tech. Le référentiel de Christophe Rocky, hein, que je vous Mm. invite à lire, qui travaille à l'EDEC, a scindé des skills, des compétences. Sur le Ils ont juriste augmenté, oui. Oui, exactement sur juriste augmenté. Peut-être que tu pourras le rajouter en lien. oui, on C'est une mettra le lien. super étude où tu as des business skills, des digital skills, des hard skills et des soft skills. Donc, tu as vraiment tout un panel. Les digital skills, alors ça va être quoi? Ça va être se servir d'outils comme, j'allais dire jusqu'à Zoom, peut-être pas, mais d'outils techniques, se servir de Contratech performantes. C'est ça, ça va être le juriste de demain. Il sera un juriste augmenté, évidemment, parce qu'il sera aidé par la technologie. Donc, moi, pour les compétences que je vais attendre demain, c'est de l'agilité, la flexibilité et de la capacité d'adaptation. Parce qu'on ne va pas se mentir, le métier de demain, il n'est pas encore écrit. Donc, Mm. quelqu'un qui va apprendre par cœur tout le code du travail ou ce que tu veux, ok, fair enough, pourquoi pas, mais ce n'est pas ce que le client va demander. Le client, lui, va dire, moi, je veux quelqu'un qui soit curieux, quelqu'un qui aille s'adapter, quelqu'un qui aille se poser des questions, mais en tous les cas, quand je lui pose une question en droit, c'est béton, quoi. Donc, en fait, pour se différencier aujourd'hui dans sa recherche d'emploi, c'est vraiment faut miser sur les soft skills. Bon, il faut avoir une base de hard skills évidemment très solide, Mm. mais ce qui va faire la différence, c'est les soft skills. Ouais, en fait, c'est un raccourci que je vois de plus en plus où les gens vous disent bah, c'est les soft skills. Non, ça, c'est pas vrai. Pour les jeunes qui écoutent, enfin, c'est un peu compliqué de comprendre et on leur parle énormément de soft skills et finalement, ils ne savent pas trop ce qu'on attend d'eux ou ce qu'ils doivent effectivement développer ou comment même les identifier en fait. Si vous voulez, les soft skills, ce sont des compétences qui sont qui ont, voilà, c'est une définition qui est assez large. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas possible de dire je lève la main et je suis curieux. Non, ça se passe pas comme ça. Et pareil, on dit mais comment tu évalues un soft skill sur un CV? Bah, quelqu'un qui me met je suis curieux et perfectionniste ou je sais pas quoi, c'est Ouais, il pas faut pouvoir là le on démontrer va en fait. le soft skill. Voilà, et c'est par exemple, si vous dites je suis altruiste, bah non, ça marche pas comme ça. Par contre, si dans votre manière de faire, vous avez par exemple vous êtes intéressé à des associations, bah, c'est là où ça va se dégager. Donc les soft skills sont des compétences c'est en fonction de qui vous êtes réellement. Par contre, je veux remettre encore une couche, hein, c'est important pour moi, sur deux candidatures identiques au niveau de compétences techniques. C'est une fois qu'on a bien validé la compétence technique, c'est là qu'on regardera les soft skills. Pour tous les étudiants, je vous le redis, commencez par faire une bonne formation, une formation en droit solide, s'il le faut, si vous pouvez vous le permettre, une double formation en droit école de commerce, en droit Sciences Po, en droit autre chose, histoire de l'art, ce que vous voulez, mais une formation solide, parce que les soft skills viennent dans un deuxième temps. Ok, donc ça c'est Oui, elles viennent vraiment compléter en fait. Elles viennent c'est ça. sublimer les hard skills. Exactement, tu l'as très bien dit, ça vient sublimer les hard skills. Quand nous, on va étudier deux candidatures, on va d'abord regarder qu'est-ce qu'ils ont fait techniquement et ensuite, on viendra sur les softs. Alors maintenant, comment exprimer les softs? Ça, c'est une bonne question. Ça va être, bah, encore une fois, dans votre CV, quand vous allez aller sur la dernière partie de votre CV, divers,
c'est là où vous pouvez mettre en avant certains éléments, par exemple vos implications dans les associations, des implications dans ce que vous faites au quotidien, dans vos sports. Autre élément qu'on néglige beaucoup, hein, mais c'est dans la manière de présenter votre candidature. Quelqu'un qui me dit « je suis synthétique et efficace », mais qui fait un CV de 4 pages ou 5 pages et ça part dans tous les sens, ben non, en fait. Vous aurez beau nous dire que vous êtes synthétique, ben non, en fait, ça ne marche pas. Oui, ça, c'est Donc, un faux pas. Oui, c'est contradictoire. On ne peut pas être synthétique et en même temps faire un CV de 4 pages. C'est intéressant d'avoir l'avis du recruteur sur ça parce qu'effectivement, il faut faire ce travail déjà d'identification de ces soft skills parce que je pense que tout le monde en a, même si ce n'est pas forcément une vie associative intense. Donc, il faut les identifier, les mettre en valeur et après, les reformuler auprès des recruteurs pour qu'ils s'affichent correctement, quoi. Oui, c'est ça. Ce que tu viens de dire, c'est super intéressant, c'est très pertinent. Quand vous faites une recherche d'emploi sur un premier stage ou ce que vous voulez, il y a ce travail-là d'introspection. Mais d'ailleurs, ça marche pour après, hein. Ce qui est de dire, bah, qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'aime bien faire? Pour identifier vos compétences, bah, vous pouvez vous dire, bah, voilà, moi j'aime bien le droit social, j'aime bien le droit de la tech, bon, bah, très bien, donc j'identifie cette partie compétences techniques. Et puis après, sur les softs, comment faire pour les identifier? Bah, soit vous regardez vraiment dans la glace et vous dites avec bienveillance, bah, tiens, qu'est-ce qu'on me dit souvent de moi? Et si jamais par vous-même, c'est dur, parce que ce n'est pas un exercice qui est facile, Non, c'est pas eh ben, facile. ah non, c'est pas simple, surtout quand vous êtes encore un peu jeune, certains qui nous écoutent. Donc, vous pouvez très bien demander aux autres. Vous prenez 2, 3 personnes bienveillantes, encore une fois, et leur dire, bah voilà, toi, quand tu penses à moi, quels sont les 2, 3 adjectifs auxquels tu penses dans un contexte de travail? Vous pouvez peut-être en parler à un chargé TD ou à un prof avec qui vous avez travaillé. Demandez très simplement, qu'est-ce que vous pensez de moi dans ma manière de travailler? Si vous avez déjà fait un premier stage, demandez à votre maître de stage, bah, qu'est-ce que tu as pensé de moi, quoi. Oui, oui, pour avoir des feedbacks vraiment constructifs. Exactement. C'est d'ailleurs souvent un point je donne un conseil qui est super important. Les stagiaires oublient à la fin du stage de demander une lettre de recommandation. Et le stage passe et les années passent et vous oubliez ça. Et ensuite, ben, c'est beaucoup plus compliqué de revenir vers la personne parce qu'elle est souvent débordée. Donc moi, mon conseil, c'est quand le stage se termine et qu'il s'est bien passé, n'hésitez pas à faire... ouais, c'est mal passé, non. N'hésitez pas à faire une petite demande de lettre de recommandation. Comme ça, vous l'avez. Et quand vous envoyez un CV, ben, pourquoi pas le mettre? Ça fait un petit plus. Alors aujourd'hui, on est encore quand même en pleine crise là, du Covid qui est toujours pas terminée. Ouais. Donc les entretiens, j'imagine que pour beaucoup se font quand même encore à distance. Comment on fait, surtout quand on est jeune juriste, comment on fait pour réussir ces entretiens à distance? Comment on gère ça? Alors, tout d'abord, je vais te dire un truc, je vais te répondre à ta question sur le fond, mais je vais te faire une remarque préliminaire. J'ai été très, très agréablement surpris sur la capacité d'adaptation des candidats à l'exercice. Tu vois, pendant des années, on m'a dit non, mais un entretien, c'est obligatoirement physique, c'est n'importe quoi de faire une visio, faut rencontrer les gens. Et je vais te dire pourquoi on se dit ça dans le monde du recrutement. C'est parce qu'en fait, on parle de la communication. Oui. En 2 mots, hein, dans la communication, on va distinguer ce qui est verbal et ce qui est non verbal. Vous avez plusieurs études, notamment il y a un professeur iranien qui évolue à UCLA, qui s'appelle Merabian, qui a fait une étude et qui avait indiqué que dans la communication, tu as plus de 80% qui va être du non-verbal et tu as à peine moins de 10% qui va être dans du verbal. Donc, ce qui se passe, c'est quand tu es en visio, tu perds une partie de cette communication qui est non-verbale, qui est l'essentiel de notre communication. Mm. Donc, effectivement, pour quelqu'un qui n'est pas complètement à l'aise, c'est pas, ou qui n'a jamais fait l'exercice, hein, soyons très simples, c'est un exercice comme un autre, c'est pas toujours évident. Moi, mes conseils, c'est déjà préparez-vous. Un entretien est réussi s'il est préparé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous renseigner sur la personne que vous allez avoir en face, sur l'entreprise. S'il peut y avoir une fiche de poste qui a été mise en ligne, renseignez-vous. Vous, de votre côté, préparez votre pitch.
c'est-à-dire préparer votre discours, parce qu'en fait, en entretien, c'est à peu près toujours la même chose. On va vous dire, vas-y, présente-toi. Et là, il faut que vous ayez préparé votre discours. C'est un discours qui va durer peut-être 4-5 minutes, mais vous racontez votre histoire. Donc, vous pouvez le faire. Vous filmez, par exemple, vous filmez en racontant votre discours et voir ce que ça donne. Et tester en disant, tiens, ça marche pas. Et puis, dédramatiser, ça se passera bien, quoi. Ça se passera bien. Souriez, soyez vous-même. Isolez-vous. Il y a quelques petites choses à faire, hein. S'isoler, vérifier son son, le son, l'image, la connexion, ce genre de choses. Et puis, osez, allez-y, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. Oui, en fait, ce que tu dis, c'est que les entretiens à distance, finalement, se passent aussi bien que possible. Et en fait, ça me fait un peu penser aux entretiens, les entretiens là, à distance en ligne. C'est un peu comme il y a 10 ou 15 ans, quand on avait des messages vocaux à laisser sur les téléphones et qu'on ne savait pas comment faire. C'est un peu, Ouais, c'est ça. c'est un peu ça. Au début, on était tous un peu, je dis quoi, je fais comment. C'était pas du tout naturel. Et puis aujourd'hui, tout le monde le fait très, très, très bien. Ouais, c'est exactement ça. Ce que tu dis, c'est tout à fait juste, hein. Moi, quand j'ai commencé mon métier de recruteur, je devais appeler des gens et je m'excusais de m'excuser. Maintenant, si tu te poses même plus la question, tu vois. Donc, Mm. c'est pareil, les entretiens, on y va. Et alors, en fait, tu vois, dans la communication non verbale, il y a quand même des choses qui passent parce qu'on est en entretien visio en général. Et puis, même dans le son de la voix, on sent pas mal de choses. Donc, les codes vont s'y faire, quoi. Il y a quand même beaucoup de non-verbal qui peuvent intervenir même à distance, quoi. En Exactement, il y fait, a qui plein peuvent de être choses. perçus, en tout cas. Ouais. Oui. Ouais, c'est ça. Tu vois, dans la préparation dont je te parlais, moi, j'ai pas mal d'anecdotes là-dessus, hein. Les premiers entretiens, les gens ne savaient pas trop où les faire, comment les faire. Donc, ils étaient dans. Ça m'est déjà arrivé qu'un candidat me prenne une visio dans sa salle de bain pour avoir un fond neutre derrière, ça résonnait. Tu vois, c'est le genre de truc où, puis après, ça se cale, quoi. Donc, juste un peu de bon sens, c'est se projeter et s'imaginer comme si vous étiez réellement dans un entretien en vrai. Alors, c'est pas facile quand vous en avez jamais fait. Mais c'est un exercice comme un autre, hein. Est-ce que tu peux nous raconter, si tu en as une en tête, une anecdote d'un entretien que tu aurais mené ou une situation un peu cocasse ou un client qui t'aurait particulièrement marqué Alors, si tu veux, en plus de 5000 entretiens et avec plus d'une cinquantaine, voire Oui, pour en centaine de choisir un, CV, c'est compliqué, c'est ça? je peux te faire. Tu vois, j'écris un bouquin en ce moment sur le recrutement et justement, en ce moment, on est sur ce sujet-là du CV. Donc, je fais un best-of. C'est un bouquin qui va bientôt paraître d'ailleurs. Je Ah voulais bah, te lire parce que tu me donneras les ouais, je te coordonnées que je donnerai les inscrive. Alors, pour l'instant, il n'est pas sorti, mais le jour où il sort, je te le dirai. D'accord. Le truc, c'est que j'ai dû faire un best-of, hein, donc, je vais te faire quelques histoires. Dans les CV, les pires CV que j'ai reçus. Donc, le top 1, c'est le CV photo Safari. 10 pages de photos. Photo numéro 1, je suis rapide comme un guépard, photo de guépard. Malin comme un singe, photo de singe. Je ne comprenais pas, je n'ai pas compris le CV. En fait, 10 pages de ça, j'ai rien compris. Donc, j'ai pas compris ce que la personne me voulait. Je ne sais pas. Donc, le deuxième CV, c'était le CV de James Bond. Donc, photo en smoking, machin, nanani. Bon, ok. C'était l'émission pour sauver Sa Majesté, je sais pas quoi. Enfin, c'était parti très loin. Et en fait, ça me faisait peur. Ouais, il m'a fait peur, ce monsieur. Le troisième CV c'était une semaine avec moi et chaque jour de la semaine, donc c'était un CV en jour, chaque jour de la semaine. Alors le lundi, je fais ci, je fais ça, le mardi, tu vois, et donc chaque jour, tu avais une histoire de sa journée. Et franchement, la seule chose que je lui dis, hein, la seule chose que je me suis demandé en arrivant au mardi, je me suis demandé si le vendredi c'était ravioli, tu vois. C'était bizarre. Voilà, donc ça, c'est les CV un peu curieux. Après, alors, les photos, ça, je Oui, peux te donc ça faire un... suffit pas d'être original quand même, hein. Il faut quand même un petit peu Non, rester non, dans les clous de. Ben, on fait du droit, quoi. Donc, si vous êtes Bah, c'est étudiant ça. à un poste de juriste, il faut que vous ayez une crédibilité, quoi. Vous pouvez faire une petite touche d'humour, mais le full humour, on ne comprend pas. Pareil, tout ce qui est CV en forme de nuage. J'ai eu des CV, je vois souvent des CV en forme de fleurs. Chaque pétale est un truc, une compétence. Oui, puis l'humour, il passe mieux pour le coup en entretien à l'oral que sur un Ouais, CV où on n'a jamais vu la personne. Mais ouais. ouais, puis tu vois, les CV de toutes les couleurs, une ligne en bleu, une ligne en rouge. Moi, c'est bon, ça me fatigue, quoi. J'ai un CV en 10 secondes, trop de couleurs, trop d'informations, vous me perdez, quoi. Faites des CV simples, fond blanc, une écriture,
lisible. Pareil, tu vois, les écritures en Disney, les mecs qui te signent la Reine des Neiges. Enfin, oh mon Dieu, enfin, ouais, non, ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas pro, en fait. C'est juste ça. Moi, je dis souvent, mettez-vous à ma place. Il n'y a pas de bon ou mauvais CV parce qu'il n'y a pas de problème. Si votre job, c'est de la com et que vous devez être dans la créativité, moi, je comprends. Mais la fois où j'ai reçu un paquet de M&M's avec chaque M&M's un mot écrit dessus, bah, je peux pas, en fait. Vous voyez, c'est gentil, c'est marrant, mais c'est bizarre, en fait. C'est pas possible. Donc, tout ça, c'est pas possible. Les photos, s'il vous plaît, faites une photo simple. Pas la photo de mariage, pas la photo à la plage. Voilà, vous n'êtes pas recruté pour les anges de la télé, quoi. Donc, c'est pas les Marseillais, c'est pas les anges, c'est un poste en entreprise. Donc, c'est pas là où vous allez vous différencier, quoi. Voilà. On arrive bientôt à la fin de nos échanges, mais est-ce que tu aurais pour les jeunes juristes là, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, enfin pas en tout cas très significative ou qui ont fait que pour l'instant des stages, est-ce que tu penses que les entreprises aujourd'hui sont frileuses est-ce qu'elles sont frileuses à l'embauche aujourd'hui? Je peux vous donner les chiffres de l'UNEDIC qui sont sortis le 24 février. En fait, ce qu'on s'est rendu compte sur l'année 2020, c'était une année en vague avec des périodes où il y avait des recrutements et des périodes de creux. Sur 2021, je pense qu'on va être encore sur un système de vague. Janvier 2021, on était sur une reprise, une embellie avec une légère reprise. Par contre, février, on est reparti sur une baisse des recrutements et une hausse du chômage. Donc, on s'attend à une année 2021 en vague. Mon conseil, il est travailler. Vous ne posez pas la question, travailler. C'est pas grave si ça coche pas toutes les cases. Il y a un moment, allez chercher un job, quoi. Ouais, être flexible et le plus souple possible pour acquérir de l'expérience, quoi. Ouais. Et tu vois, il y a un truc, j'en parle très humblement et très simplement. Moi, j'ai beaucoup travaillé pendant mes études pour me payer mes études en partie. Et beaucoup de mes clients, et je ne suis pas la seule, sont toujours intéressés par qu'est-ce que vous avez fait à côté de vos études. Et moi, quelqu'un qui fait un stage McDo, un stage à la Poste, un boulot alimentaire, pour moi, c'est intéressant parce que ça montre que la personne, elle en veut, quoi. Ouais, elle est ultra motivée pour avancer, quoi. Ouais, et tu vois, il y a un truc que j'ai compris par rapport à moi, et ça, je peux le dire très simplement aussi. Moi, je partais pas avec tous les avantages, on va dire. Je suis dyslexique, j'ai plein de mots que j'arrive pas à dire. Enfin, bon, bref, c'est pas, voilà, je connais personne dans le monde du droit, j'ai pas de piston, j'en ai jamais eu. Enfin, j'ai pas une famille qui est très développée dans le monde des affaires, voire pas du tout. Ils savent même pas ce que c'est que le métier de chasseur de tête, en fait. Et en fait, ce que je peux vous dire, c'est que ce que je me suis rendu compte, c'est que par rapport à d'autres qui, eux, avaient des parents avocats, des machins, des bidules, quand je fais le bilan après toutes ces années, finalement, ce qui a fait la différence entre ces personnes-là et moi, c'est que moi, je lâche jamais rien. Et j'ai une motivation à toute épreuve, quel que soit le truc qui m'arrive, parce que comme tout le monde, j'ai des galères, comme tout le monde, des fois, j'y arrive pas, mais je lâche pas. Et c'est un conseil que je peux donner aux jeunes, c'est lâcher rien, quoi. Moi, c'est mon mojo. Mais ça, c'est un super conseil. Ouais, et c'est vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, en fait. Avec de la motivation, de la volonté, on peut casser des briques, quoi. Ouais. Il faut oser se lancer et quitte à se relever si parfois, effectivement, il y a des accidents de parcours, quoi. Ah, mais je vous le dis tout de suite. Il y en aura forcément. Il y en aura, en fait. On s'est tous pris des bâches. On s'est tous pris. Et ceux qui vous disent non, mais moi, tout va bien pour moi. Non, en fait, c'est pas vrai. Ils sont comme tout le monde. Ils ont leur lot de galères. Il y a personne ne vit sur un nuage. Ça n'existe pas. On a tous des difficultés. Mais la différence entre deux types de profils, c'est ceux qui vont se relever. Donc, voilà. C'est le beau mot de la fin, je pense, pour tous ceux qui nous écoutent. C'est allez-y, foncez, osez et vous y arriverez forcément. Oui, c'est ça. Il y a un moment, ça finira par marcher. Merci Marie. Merci Delphine. Vous pouvez bien entendu retrouver cet épisode et les références citées sur mon site internet toutdroittoutsimple.com. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire et à me contacter sur LinkedIn si vous aussi vous souhaitez partager votre parcours ou votre métier dans le domaine du droit.